Bonjour tout le monde, je m'appelle Rémi Perron et je vais vous parler de comment est-ce qu'on a fait évoluer notre application iOS qui est en Objective-C, c'est le langage de programmation d'Apple, vers un autre langage de programmation qui est fait aussi par Apple, qui est Swift. Comme on le disait en préambule, cet outil, c'est une application de service entre particuliers et professionnels. Elle a été lancée en 2011 et maintenant on est à 600 000 membres inscrits, on a dépassé les 300 000 MAU et donc on vient de faire une levée en septembre de plus de 7 millions d'euros. Donc c'est pour un peu vous situer un peu le contexte. Et moi je travaille chez cet outil depuis 3 ans. Je suis arrivé en 2013 et à l'époque l'une des problématiques c'était de passer d'iOS 6 à iOS 7 avec le flag design. Maintenant, on a un petit peu la même problématique, c'est que on a un nouveau langage de programmation qui est apparu, qui est le Swift. Et du coup, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on allait, est-ce que c'était intéressant pour nous de passer sur ce nouveau langage de programmation, qu'est-ce que ça allait nous apporter, quels étaient les plus et les moins de ce nouveau langage, est-ce que c'était le bon moment de le faire. Donc on s'est posé toutes ces questions-là. Et pour ça, on a déjà commencé par chercher quels étaient les avantages qu'on pourrait obtenir avec du Swift. Donc pour nous, le premier avantage qu'on a remarqué, c'est déjà l'effort que réalise Apple pour promouvoir son nouveau langage. Je vais prendre un exemple avec la WWDC, donc la Worldwide Developer Conference, qui a lieu tous les ans en juin à San Francisco. En 2015, la moitié des exemples étaient en Swift. Et cette année, en 2016, tous les exemples de tous les slides étaient en Swift. Donc c'est déjà un point qui est assez marquant de la part d'Apple. Un autre point qui est aussi marquant, c'est que Apple propose même une application iPad pour que tout le monde puisse apprendre ce nouveau langage de programmation. Et c'est un point aussi qu'on remarque dans nos recrutements, c'est que pas beaucoup de monde a envie de travailler sur de l'Objective-C et ils préfèrent travailler sur un langage qui est moderne qui est moderne et qui est Swift. Donc comme je le disais, l'Objective-C ça a plus de 30 ans et c'est un peu des lourdeurs du passé. Il y a une syntaxe qui est vraiment qui n'est plus agréable maintenant qu'on a connu autre chose. On a un peu marre de faire des crochets, mais des points-virgules. Donc le Swift a l'avantage de nous apporter une syntaxe qui est moderne. On gagne énormément en lisibilité. Et qui veut dire gagner en lisibilité, ça veut dire aussi mieux lire son code et mieux anticiper les problèmes qu'on peut avoir. On n'a plus besoin d'avoir, par exemple, en Objective-C, on avait 2 fichiers pour pouvoir déclarer une classe. Et ça, c'était un petit peu une problématique qu'on rencontrait et qui nous embêtait un petit peu. Ensuite, un des points les plus importants, c'était que Swift est plus safe d'utilisation parce que c'est un langage qui est fortement typé et ça nous évite de faire entre guillemets, des bêtises au niveau des objets. Donc ça, c'est des points qui nous ont vraiment posé la question, est-ce qu'on a envie de travailler avec ce langage-là ? Oui, on avait vraiment envie. Par contre, qui dit nouveau langage, dit migration. On passe d'une base de code en Objective-C à une base de code en Swift. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Nous, on s'est imposé des contraintes parce que on a des objectifs métiers. Et une des premières contraintes qu'on s'est posées, c'était on ne voulait surtout pas faire de réécriture. On avait déjà fait une réécriture pour passer d'iOS 6 à iOS 7, pour passer sur des standards un peu plus aux normes d'Apple, d'ailleurs par rapport à la présentation sur première présentation de l'après-midi. Donc on avait déjà fait une réécriture à ce moment-là, une réécriture en Objective-C, et bien on voulait pas recommencer. On voulait pas recommencer, donc parce que on souhaite garder le rythme de mise à jour. Et pour garder le rythme de mise à jour, eh bien, si on part sur une réécriture, ça veut dire un effet tunnel qui va être très long
et pas de nouvelles fonctionnalités. Sauf que cet outil, c'est une start-up et on a besoin de sortir de nouvelles fonctionnalités de manière très régulière pour que nos utilisateurs puissent profiter de notre service. Le dernier point qui était important, c'était de s'assurer de ce que l'on faisait était testable et que ça allait bien fonctionner. Donc maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est partir un peu sur l'historique et je vais vous représenter un petit peu Swift. Alors, pas cette Swift-là, mais on va revenir plutôt sur le langage et on va revenir un peu sur sa genèse. Donc, Swift, c'est un langage qui a été commencé en solo par Chris Lattner en 2010 et on l'a découvert en 2014 à la WWDC, donc en juin. De manière vraiment, moi je m'y attendais pas, c'était vraiment une énorme surprise. La première version est sortie en septembre 2014 avec iOS 8 et depuis tous les ans et à chaque mise à jour majeure d'iOS, on a une nouvelle version majeure de Swift. Un point très important à noter, c'est c'est en décembre 2015 où il y a eu la version 2.2 et la version 2.2 est la première version où Swift est devenu un langage qui était open source. Qui dit open source, c'est dire que tout le monde peut contribuer à apporter des nouvelles idées à Swift ou même en développer certaines. Et c'est un point qui est extrêmement important pour la pérennité du projet et de ce langage de programmation. Alors, nous, quand on a commencé Swift, dès que c'était disponible, on a commencé à tester. On a commencé à écrire nos premières lignes de code et on a eu peut-être quelque chose qui est arrivé à beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire SourceKit qui crash. Et si on avait un peu de malchance, on avait aussi l'IDE aussi qui crashait complètement. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était au moins en version 1.0, c'était pas le bon moment pour s'élancer. Et donc on a remis Swift là où il était et on a continué à développer en Objective-C, à sortir des nouvelles versions. Ensuite, en mars 2015, on a un peu réévalué Swift. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que je n'étais plus tout seul sur la partie iOS. On a recruté quelqu'un pour venir m'aider et pour pouvoir continuer à faire grossir l'application. Et donc, on a retesté Swift. Là, on était passé en version 1.1, qui était légèrement plus stable et qui nous permettait de commencer à faire du développement et à pouvoir créer des nouveaux vues contrôleurs. Là-dessus, ce qu'on a décidé de faire, c'était de commencer uniquement par créer des nouveaux vues contrôleurs et de les faire interagir avec le code Objective-C, donc avec les objets Objective-C. Donc pour nous, l'important c'était de comprendre, est-ce que en créant de nouveaux vues contrôleurs en Swift, est-ce que je ne vais pas avoir de problème de compatibilité avec du code Objective-C. Donc ça, c'était la première expérience qu'on a menée et on l'a menée à bien parce que 2 mois plus tard, on avait notre première application avec du Swift à l'intérieur. De mémoire, on avait refait la liste des stouts. On avait aussi refait un peu le profil utilisateur, donc 2 écrans qui sont quand même très impactants pour l'application. Eh bien, on les a refait en Swift et l'application fonctionnait. Pour un petit... Donc pour conclure sur cette première expérience, donc c'était vraiment une expérience assez basique. On avait vraiment besoin de vérifier est-ce que ce qu'on est en train de faire va fonctionner, et est-ce qu'on peut continuer comme ça. Donc le premier point, c'est que on a pu valider que c'était très simple d'accéder aux classes Objective-C, et on a pu sortir notre roadmap. On a pu suivre notre roadmap. Le point un peu négatif, c'était que on a pu vivre notre première migration de code en Swift. Donc on est passé de Swift 1.1 à Swift 1.2 parce que Swift 1.2 était sorti au mois d'avril. Ce qui fait que on a eu de la chance, entre 1.1 et 1.2 il y avait très peu de différence, donc c'était pas très douloureux.
Je pense que tous ceux qui ont ou qui sont en train de faire passer de Swift 2.2 ou 2.3 à Swift 3 me comprennent comme c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, un autre point qu'on a eu, c'est que notre implémentation, entre guillemets, un peu bête et méchante, un vue contrôleur en Swift et ensuite après on récupère les objets en Objective-C, on s'est rendu compte qu'on n'utilisait pas toutes les fonctionnalités d'Objective-C. Et ça, c'est un point qui nous embête beaucoup parce que si on change de langage et que derrière on n'utilise pas toutes les fonctionnalités, c'est un peu décevant. Ce qui a amené de faire une transition technique. Alors, comment est-ce qu'on a fait? Là, je vais revenir un petit peu. Je pense que c'est très basique, mais je vais vous dire ce qu'on a fait pour techniquement rendre le code Objective-C bien plus lisible en Swift et bien plus optimisé pour le Swift. Pour créer un projet, pour ajouter du Swift dans son application, c'est quand même extrêmement simple. Il suffit juste de rajouter un fichier en Swift. Et là, il va nous dire qu'il n'y a pas de fichier de bridging header. Le fichier bridging header, c'est un fichier header dans lequel on met tout, on importe toutes les classes qu'on voudra utiliser en Swift. Il n'y a pas plus simple, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Pour améliorer la compatibilité Objective-C Swift, un des premiers points les plus importants, et c'est un travail qu'a fait Apple dans leur propre framework, c'est d'auditer toutes les classes Objective-C et tous les headers Objective-C. Le but, c'est de gérer les nullables. Les nullables, donc en Swift, on a une notion qui s'appelle les optionnels, qui permettent de savoir si un objet est nil ou non. Et donc, comment est-ce qu'on audite? C'est très très simple. Il suffit de passer par NS assume non nul au début du begin, au début du fichier header, NS assume non nul end à la fin du fichier header. Et là, par exemple, dans l'application Stouti, on peut avoir une navigation anonyme. Donc, le get current user peut nous renvoyer ne peut ou ne peut pas nous renvoyer un utilisateur s'il navigue de manière anonymement. Et donc, c'est pour ça qu'on a rajouté le mot-clé nullable dans le type de la méthode. Un autre point qui est aussi extrêmement important pour vraiment bien faire communiquer l'Objective-C et le Swift, c'est de garder les conventions de nommage d'Apple, c'est-à-dire bien utiliser les init, with, etc., de bien utiliser des noms de méthodes en camel case, configure with, etc. Ça, c'est extrêmement important, surtout avec Swift 3, qui change un peu toute la manière dont on va nommer les méthodes. Et un dernier point que je trouve extrêmement pratique, c'est une nouveauté qui est apparue, je crois que je sais plus, qui est apparue quand même assez récemment, c'est ce qu'on appelle les lightweight génériques en Objective-C, qui permettent de typer des collections. Donc là, par exemple, j'ai un NSArray, donc une liste de stout. Eh bien, ce qui est nouveau, c'est le crochet stout étoile fin de crochet, qui va permettre de dire, eh bien, cette liste contient des objets de type stout. Et donc, quand on va pouvoir réutiliser cette même propriété dans une classe en Swift, eh bien, la classe Swift saura que c'est un tableau de stout. Si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été un tableau de AnyObject. Et un tableau de AnyObject, ça aurait voulu dire qu'on devait derrière récupérer le type de l'application, le type de l'objet. Voilà. Donc, on a continué à développer des nouveaux vues contrôleurs. Et ensuite, on s'est dit, ce qui serait bien, c'est qu'on aille un petit peu plus loin. Et pour aller plus loin, eh bien, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire transformer notre modèle de données. Ça aussi, c'était un point qui était important pour nous, parce qu'on souhaite, au fur et à mesure, éradiquer complètement l'Objective-C de l'application. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de supprimer au fur et à mesure le modèle de données et de le passer en Swift. Ce qui veut dire passer le modèle de données en Swift veut dire aussi qu'il faut que le Swift puisse lui aussi communiquer avec du code Objective-C. Et forcément, eh bien, pour faire ça, c'est pas gratuit et on est obligé de faire quelques modifications dans son code Swift et il faut le prendre en compte et il faut surtout comprendre
comment est-ce que le compilateur va travailler sur la classe Swift. Donc là, j'ai mis une classe assez basique qui s'appelle myClass, qui est une classe, et donc là, qui est écrit en Swift. Donc les points importants, c'est au début le @Objective-C et le NSObject, donc qui vont déclarer que la classe est de type NSObject et une classe de type NSObject. NSObject étant la classe de base en Objective-C, donc c'est important et c'est obligatoire que ma classe en hérite. Ensuite, j'ai mis canVariable, un identifieur de type int, une image de type UImage avec le point d'exclamation, le point d'interrogation qui déclare comme quoi la variable peut être nil, donc je peux avoir ou ne pas avoir une image. Les dimensions qui va correspondre à une structure de dimension avec une width et une height, et une position avec un int qui lui aussi est de type optionnel. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le compilateur va regarder la classe et il va supprimer tout ce qui n'est pas compatible avec l'Objective-C. Ce qui fait qu'on obtient, ce fichier. Donc le compilateur, il passe sur toutes les classes Swift, il voit et il va créer un fichier header qui s'appelle en général myTarget, vous remplacez par le nom de votre projet, -swift. Et dans ce fichier, vous allez retrouver des éléments et votre interface. Donc là, on n'a plus que deux propriétés. On a l'identifieur qui a été bridgé donc, de int à NSInteger, et on a l'image avec encore le mot-clé _nullable parce qu'on l'avait déclaré nullable. Il nous manque deux propriétés. Il nous manque la position. La position, c'est un int de type optionnel, sauf que en Objective-C, le int est bridgé en NSInteger, et NSInteger est d'un type primaire, donc ce n'est pas un objet, donc du coup il ne peut pas être nil, et donc l'Objective-C ne peut pas y accéder. Et ensuite, la structure de dimension, eh bien, une structure n'existe pas, c'est un concept qui n'existe pas en Objective-C, et donc qui ne peut pas non plus être bridgé pour l'Objective-C. Donc vous allez me dire, c'est bien, c'est pratique. Maintenant, je suis en train d'écrire une classe en Swift, mais la moitié des variables que j'ai écrites en Swift, eh bien, je ne vais pas pouvoir les utiliser. Où est l'avantage là-dedans? Bon, heureusement, Apple nous a mis en place ce qu'on appelle des extensions. Et une extension permet d'étendre, par exemple, une classe Objective-C ou n'importe quelle classe, et de pouvoir rajouter des méthodes. Donc là, par exemple, j'ai récupéré une classe stEntityDetailViewController et j'ai fait une extension en Swift. Et de cette manière-là, je vais pouvoir réutiliser toutes les propriétés qui sont incompatibles avec l'Objective-C, et je vais la réutiliser directement dans ma classe Swift. Donc voilà. Ça, c'était pour la partie technique. Donc maintenant, je vais revenir sur un petit peu plus des choix un peu plus globaux que nous avons fait durant cette transition en Swift. Et du coup, on en a fait trois principaux. Alors, le premier choix, il était au niveau du gestionnaire de dépendance. On a fait le choix d'introduire un nouveau gestionnaire de dépendance. Pour l'instant, on est encore un peu en train de le tester, mais on a utilisé CocoaPod depuis toujours quasiment. Et on a voulu jouer avec Carthage. Carthage a l'avantage de créer des frameworks dynamiques à partir de librairies. Et on aime bien l'idée de ne pas avoir le code source de la librairie dans le projet et d'avoir des librairies qui sont compilées une bonne fois pour toutes et on les réutilise comme on veut. Donc ça, c'était le premier point. Le premier choix technique qu'on a fait, c'était tester avec Carthage. Pour l'instant, ça représente 95% de nos librairies qu'on peut utiliser dans notre application sont encore sur CocoaPod. On y va un petit peu doucement et aussi avec prudence sur Carthage, mais au pire, on sait qu'on peut retourner sur CocoaPod. Le deuxième point, qu'on travaille sur les bibliothèques. Pour se connecter
au serveur de cet outil, eh bien, en Objective-C, on utilise du AF Networking. Donc, nous, on est en train de migrer en douceur vers Alamo Fire. Et donc, on a les deux libres qui coexistent. Et ça ne pose pas de problème. Et donc, on migre au fur et à mesure les nouveaux appels vers Alamo Fire. Un autre point qui, pour nous, est extrêmement structurant, c'est qu'on a décidé de se limiter énormément sur les librairies Swift qu'on souhaite utiliser. Tout simplement parce que l'expérience Swift 3 nous a fait un petit peu mal, surtout si on avait voulu bien tester l'application avant l'arrivée d'iOS 10. On s'est retrouvé avec des librairies qui n'étaient pas forcément à jour, à devoir nous-mêmes faire la mise à jour et ne pas vraiment avoir un code qu'on puisse vraiment tester comme on le souhaitait. Donc ça, c'était un point qui nous embêtait. Et c'est pour cela qu'on maintenant on limite à seulement 3 librairies. De tête, on a Alamo Fire, Kingfisher et une autre librairie pour pouvoir accéder au keychain de l'utilisateur. Donc seulement 3 librairies en Swift. Toutes les autres, on reste en Objective-C. On va attendre de notre côté que Swift que les binaires Swift soient stables. Donc a priori, ça devrait arriver avec Swift 4 pour passer à plus de librairies en Swift. Alors qu'il en existe quand même beaucoup de librairies en Swift, mais on a décidé de s'en passer. Et ensuite, le dernier point qui pour nous est le plus structurant, c'est qu'on a passé une grosse partie de notre code dans un framework dynamique. Donc tout le modèle et tous les appels réseau maintenant sont dans un framework dynamique, ce qui nous permet de pouvoir faire des nouvelles targets et mettre et pouvoir, par exemple, si on veut faire une application Apple Watch, avoir accès à tout notre code objet et tout notre code modèle et ainsi que nos appels réseau de manière très simple via ce framework dynamique. Donc on encapsule tous les réseaux. Alors pour conclure, pour nous, le passage en Swift eh bien, est extrêmement agréable en termes de développement. On est extrêmement content de travailler avec ce langage et je pense que c'était quelque chose qui était nécessaire pour nous de passer et de se lancer dans la transition d'Objective-C vers Swift et de le faire de cette manière-là, vraiment en commençant petit et en fur et à mesure en passant tous les autres objets et tout ce qu'on pouvait en Swift. Et ça nous a permis aussi de mieux recruter et de pouvoir être attractif et avoir une application qui sera pérenne dans le temps. Parce que même si l'Objective-C a 30 ans d'existence et que je pense qu'il a encore de belles années devant lui, parce que Apple utilise l'Objective-C encore partout, eh bien, le Swift, au moins sur les applications iOS, va devenir, si ce n'est déjà, le standard en termes de développement. Voilà, merci beaucoup.